Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur les initiatives Stop Abus dans l'Église catholique en France. Objectif, prévenir les abus sexuels. On a d'un côté le site Stop Abus du diocèse de Paris, donc la vitrine officielle, et de l'autre, une critique assez vive du collectif Voix libérée. Ce collectif, il est composé de victimes, de proches, et il a commenté une formation du diocèse de Tours. Notre but, c'est de comprendre ce que l'Église met en place, mais aussi d'entendre les doutes sur l'efficacité réelle. En gros, confronter la version institutionnelle et le vécu des personnes concernées. Alors, allons-y, commençons par Paris. Le dispositif Stop Abus. C'est clairement présenté comme une réaction au rapport de la Siège. Oui, au choc provoqué par ce rapport. Exactement. Michetois avait dit tous unis pour rendre l'Église sûre. Bon, les objectifs affichés sont multiples. Écouter la souffrance, coopérer avec la justice, faire la vérité et puis prévenir et former. Et concrètement, sur le site, il y a pas mal de choses. Oui, des outils pour parler aux enfants, aux ados, aux adultes, même aux personnes en situation de handicap. Et puis des formations, e-learning, en présentiel ou via une mallette pédagogique. Ce qui est intéressant, c'est leur structure en 3 étapes. Sensibiliser, approfondir, agir. Et dans agir, il y a le signalement. Et ce qui est notable aussi, c'est la liste de contacts extérieurs, pas seulement internes au diocèse. Ah oui. Oui, on trouve le 119 Enfants en danger, des services sociaux, la justice. Ça suggère, en tout cas sur le papier, une volonté de collaborer avec les autorités civiles. C'est un point important pour eux. D'accord. Une volonté d'ouverture affichée, mais cette approche ne fait pas l'unanimité. Et c'est là qu'intervient la critique de Voix libérée sur la formation de Tours, une formation qui ressemble sans doute à d'autres. Oui, et leur regard est très différent. Ils la jugent, superficielle, trop théorique. Déconnecté de la réalité des violences, c'est ça? Exactement, déconnectée. Ils pointent plusieurs manques importants. Lesquels, par exemple? D'abord, et c'est peut-être le plus crucial pour eux, la parole des victimes. Elle serait quasiment absente de la formation elle-même. Ensuite, le focus resterait trop sur l'institution, sans faire appel à des experts externes vraiment indépendants, vous voyez, des psychologues, des juristes spécialisés. D'accord. Et les causes profondes? Justement, les causes systémiques, le pouvoir clérical, la culture du secret, tout ça, seraient un peu éludés, passés sous silence. Ça, c'est une critique de fond. Absolument. Et ils vont plus loin. Ils critiquent aussi le manque de formation pratique. C'est-à-dire? Comment on écoute vraiment quelqu'un qui révèle un abus? Comment on réagit concrètement? Apparemment, la formation ne préparerait pas à ça. Les gens se sentiraient démunis après. Donc un manque d'outils concrets pour l'écoute et la gestion des révélations. C'est ça. Et même le format, trop descendant, un peu comme un cours quoi. Pas d'interactivité, pas d'évaluation indépendante de ce que ça apporte réellement. Le reproche principal, si je résume, c'est pas qu'il n'y a rien, mais que ce qui est proposé est mal conçu. Couper du terrain, c'est tout à fait ça. La critique met en lumière ce décalage entre les intentions, peut-être louables, affichées sur le site de Paris par exemple, et la perception de l'efficacité par les premières concernées. Et qu'est-ce qu'ils proposent alors, Voix libérée? Ils appellent à une refonte, basée sur la co-construction avec les victimes, avec de l'écoute active, des ateliers pratiques, des formateurs externes reconnus et un suivi indépendant pour évaluer l'impact. Au fond, ça pose la question d'un vrai changement de paradigme. Est-ce qu'on passe d'une logique de protection de l'institution? Une logique centrée sur la victime. Voilà. Est-ce que ces dispositifs sont vus comme des outils de transformation réelle ou juste comme une façade, une communication? C'est toute la question de la crédibilité. On a donc une tension claire. D'un côté, des ressources officielles, structurées comme à Paris. Ils annoncent des formations, par exemple sur leur mallette pédagogique à Saint-Roch. Oui, une démarche institutionnelle visible. Et de l'autre, une critique forte, issue du vécu, qui demande une approche beaucoup plus profonde, systémique, et qui juge les formats actuels insuffisants. Pour résumer notre échange, on a d'un côté l'approche Stop Abus, version officielle, parisienne notamment, avec ses outils et ses objectifs, et de l'autre, la critique de Voix libérée, qui pointe les limites, surtout l'absence de la parole des victimes et l'analyse insuffisante des causes profondes. Oui, et l'enjeu fondamental, c'est la capacité de l'institution à traduire ses engagements en actions qui soient perçues comme authentiques, Qui est efficace. surtout par les personnes concernées. Combler ce fossé entre le discours et le ressenti, c'est vraiment le défi pour reconstruire une forme de confiance. C'est une question d'authenticité perçue, en fin de compte. Et ça nous laisse avec une question pour la réflexion. Au-delà des programmes, des critiques, qu'est-ce que ça demande, vraiment,
un travail de vérité et justice dans une institution confrontée à ça. Et comment on peut discerner un changement réel, sincère, d'une simple opération de communication? C'est peut-être ça la question clé. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.